ce Zoom, je suis très heureux d'accueillir Éric Pérez qui a écrit aux éditions Kérou un ouvrage intitulé « Maton et fier de l'être, 30 années de pénitentiaire racontées dans un ouvrage ». Bonjour Éric Pérez. Bonjour. Alors pourquoi écrire un livre 8 années après votre départ de la pénitentiaire? Vous m'avez dit que vous étiez sorti en juillet 2011 de la pénitentiaire, vous y étiez rentré en 1981. Pourquoi 8 ans plus tard se dire, bon ben voilà, il faut que j'écrive un livre sur ce que j'ai vécu? Si vous voulez, lorsqu'on est dans la maison pénitentiaire, on a le devoir de réserve. Donc on ne peut pas écrire de livres. Ensuite, suite à ça, donc, en étant à la retraite, j'ai trouvé beaucoup plus de temps pour réfléchir à tout ça. Et un jour, j'ai rencontré une personne passionnante qui m'a dit, Monsieur Pérez, pourquoi pas faire un livre? J'ai dit, pourquoi pas, et je me suis lancé dans cette aventure. Et il y avait de quoi écrire. Et il y avait de quoi écrire. Mais alors pourquoi, et ça c'est ma deuxième question, pourquoi ce titre « Maton et fier de l'être » Est-ce que maton c'est péjoratif déjà, le terme maton? Alors, le terme maton, c'est péjoratif. Pour vous c'est péjoratif, parce que ça ne l'est pas dans l'opinion publique. Un maton... Voilà, parce que pour l'opinion publique, c'est pas péjoratif. Donc ça, c'est pas un souci, c'est pour ça que je dis maton et fier de l'être. Maton, c'est pas un souci, mais dans le langage courant de la maison pénitentiaire, on dit surveillant, on dit pas maton. On ne dit pas maton. Donc, et fier de l'être? Pourquoi fier de l'être? Parce que le métier de surveillant est un métier honorable. D'accord? C'est un métier honorable qui demande... Qui vous dit le contraire? Les gens, parfois, vous savez, des fois, on se pose certaines questions sur certaines personnes. Certaines personnes vont vous dire, heureusement qu'il y a des gens comme vous pour faire ce métier-là. D'autres vont vous dire, ah bon, vous êtes maton. Voilà. Vous considérez aujourd'hui que c'est une fonction, une mission, d'ailleurs, souvent, plus une mission qu'une fonction, un métier qui est mal considéré? Il est très mal considéré et il manque de revalorisation. J'ai toujours dit que c'était un métier qui était décrié, mais qui était pourtant si nécessaire et si utile à la société. Vous avez fait toute votre carrière dans la pénitentiaire? Toute ma carrière dans la pénitentiaire. C'est assez rare, parce qu'on sait que dans ce milieu-là, on perd vite... patience, que la lassitude s'empare souvent des surveillants, que c'est un métier très dur dans la réalité. C'est un métier très dur. Moi, ce qui a joué en ma faveur, c'est que j'ai changé d'établissement pénitentiaire tous les 3 ans. Est-ce que vous avez beaucoup voyagé? Voilà. Expliquez-moi un peu, pourquoi tous les 3 ans déjà? Bon, c'était un choix personnel, ni plus ni moins, un choix personnel, un choix familial, et puis voilà. Mais c'est vrai que ça m'a permis que ma carrière passe beaucoup plus vite. Le fait de voir d'autres structures, c'était beaucoup plus intéressant. Et vous avez fait toute la France? J'ai fait toute la France. J'ai commencé par les prisons de Lyon, donc Saint-Paul, Saint-Joseph, Montluc. Ensuite, je suis passé par la maison d'arrêt de Roanne. Après, je suis passé par la maison d'arrêt de Brest, centre pénitentiaire de Pleumeur, l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. Ensuite, j'étais sur Fresnes, après sur Fleury-Mérogis. J'ai fait un stage à la santé et j'ai participé à la création des ERIS. Alors, sans faire des ERIS, qu'on va parler dans quelques instants, parce que je pense que les spectateurs ne connaissent pas cette brigade particulière des surveillants pénitentiaires. J'allais dire, sans faire un Michelin ou un Goemio des centrales d'arrêt en France, mais comme vous en avez fait beaucoup, quelle est celle qui vous est apparue la plus remarquable, la mieux disante, si j'ose dire, et celle qui vous est apparue la plus exécrable? Dans les conditions de travail, j'entends, pas les conditions des détenus. D'accord. Dans les conditions de travail, pour moi, celle qui me convenait le mieux, qui convient le mieux aux surveillants, c'est la maison d'arrêt de Fresnes. Parce qu'il y a encore de l'autorité. Enfin, moi, quand j'y étais, il y avait de la discipline, de l'autorité. Sans discipline dans une maison d'arrêt, on ne peut pas travailler. Une prison, ça reste une prison. Par contre, là où c'était le plus exécrable, on va dire, centre pénitentiaire de Pleumeur. Centre pénitentiaire de Pleumeur, parce qu'on avait l'impression que les détenus avaient la main mise sur la détention, donc ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, donc les surveillants subissaient, quoi. Est-ce que ça tient à quoi? Ça tient à l'infrastructure ou ça tient à la direction? Ça tient à la direction, ça tient au chef de détention. Si vous avez un chef de détention qui a la poigne, qui tient les gens, et ben à ce moment-là, ça tourne. Si vous avez un chef de détention qui lâche, après, on arrive où est-ce qu'on en arrive que d'habitude, quoi, avec du laxisme, et puis voilà, puis les détenus ont tendance à faire un peu ce qu'ils veulent. Donc vous dites que le fondement même de votre métier s'appuie sur l'autorité. Sur l'autorité. C'est la notion, la première que vous évoquez. Voilà, si vous n'avez pas l'autorité en prison, le travail ne peut pas se faire, c'est pas possible. Il faut l'autorité, il faut un minimum d'autorité, quoi. Et si je vous dis que plus les détenus sont mieux considérés, c'est-à-dire dans un environnement qui leur est favorable aux détenus, plus votre métier est facile. Est-ce que cette équation est exacte? Oui, du moins qu'il y ait du respect entre les détenus et les surveillants, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mieux les détenus sont traités et mieux les surveillants pourront faire leur travail. Est-ce que vous pensez que, en
entre 1980 et 2011, il y a eu une dégradation de cette relation, qui est bien évidemment une relation d'autorité entre les détenus et les surveillants. Ça n'a jamais été une relation d'amitié, évidemment, mais est-ce que vous considérez que les détenus ont été sont beaucoup moins soumis à cette autorité des surveillants? Ils sont effectivement beaucoup moins soumis à l'autorité du surveillant. Alors après, ça dépend aussi des maisons d'arrêt. Quand vous travaillez dans une maison d'arrêt comme Fleury-Mérogis, où il y a 3000 détenus, à peu près, c'est moins facile que si vous êtes dans un petit établissement. Ça sera beaucoup plus simple. Il y aura les rapports seront différents entre détenus et surveillants. Beaucoup plus humains, déjà. Quelles sont les conditions de travail des surveillants aujourd'hui, au moment où on parle? Très difficile. Il faut savoir qu'il y a à peu près 2 agressions physiques par jour. Vous vous rendez compte? Par jour. Ça équivaut à peu près, disons, 2 par jour, ça fait du 600 agressions, 400 par an, quoi. Et sans compter les insultes verbales et compagnie, quoi. Les insultes verbales, c'est-à-dire que considérez-vous qu'aujourd'hui, les conditions de travail sont telles qu'elles ne sont pas, efficientes, qu'elles ne sont pas suffisantes pour, mener à bien son travail? Voilà, exactement. Les surveillants ne peuvent pas travailler dans les conditions pareilles. C'est très très dur. Comme je vous dis, il y a les agressions physiques, donc ils sont sujets à se faire agresser, mais il y a également les menaces. Les menaces, ou même les menaces du regard. Les menaces du regard, donc c'est très dur. Dès que vous rentrez dans un établissement pénitentiaire, dès que vous prenez votre service, vous avez comme une chape qui vous pèse dessus, quoi. Comment ça se déroule une journée d'un maton, comme vous dites? Quand on arrive, il y a l'appel. Bon, moi, quand j'étais gradé, donc je faisais mon appel. Mes agents répondaient présents. Ensuite, ils montent à leur étage. Et quand ils sont à l'étage, ils commencent par le contrôle de l'effectif pour savoir si tout le monde est bien présent. Voilà. Ensuite, ça sera la distribution du petit déjeuner. Et après, les mises en place des activités, promenades, activités ping-pong, activités ci, activités là, à droite à gauche. Est-ce que dans ces moments-là, il se crée quand même des amitiés? On voit toujours, vous savez, ces films américains, à la fois de relations, des fois pas tout à fait normales entre le système pénitentiaire, les agents pénitentiaires et les détenus, et puis la création aussi de ghettos ethniques pour les détenus. Est-ce qu'en France, on est arrivé à cette même situation-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une porosité quelquefois entre les surveillants et les détenus? Il y a des ghettos ethniques, effectivement, parce qu'ils sont souvent concentrés entre eux. Ils sont souvent entre eux, à leur demande, faut pas croire. Et puis après, c'est sûr que pour le surveillant, lui, pour qu'il trouve sa place, c'est pas évident au milieu de pouvoir gérer tout ça, quoi. Est-ce que comprenez-vous que les agents pénitentiaires fassent grève, par exemple? C'est souvent le cas. Il y a souvent des manifestations qui sont organisées devant les prisons à chaque fois qu'il y a un problème de sécurité, à chaque fois que des surveillants sont pris à partie. Ça a été le cas il y a encore récemment dans l'actualité. Vous comprenez, vous, ces réactions corporatistes? Bien sûr, bien sûr. Pour moi, ils n'ont pas le choix. Je veux dire, quand ils font grève, c'est même pas de la grève qu'ils font. Pour moi, c'est de la survie. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer à travailler dans les conditions pareilles. D'accord ? Donc, si, bien sûr, moi je suis tout cœur avec eux. Je vous dis ça parce que vous avez été surveillant, mais vous avez été aussi premier surveillant, c'est-à-dire dans l'encadrement, quoi. Vous auriez pu changer de point de vue. Vous avez été syndiqué, par exemple? Non, jamais. Jamais syndiqué. Enfin, syndiqué, par moment, oui, mais je ne me suis jamais occupé d'un syndicat. Je ne me suis jamais occupé d'un syndicat, ni fait de politique. Voilà. Les grands syndicats qui sont dans le système pénitentiaire, je pense à EFO par exemple, à d'autres, est-ce que vous pensez qu'ils font le boulot ou que ce n'est pas suffisant? Si, je pense qu'ici, ils font leur travail, mais après ils sont bloqués au niveau du ministère. Au niveau du ministère, quand on réclame des agents, quand on réclame de la sécurité, après là-haut, il faut que ça suive. Et moi, comme je dis souvent, tant que les gens du ministère ne mettront pas un uniforme et qu'ils ne viendront pas sur une coursive pour voir comment ça se passe, on aura du mal à évoluer. Parce que c'est trop facile quand on est au ministère de faire des notes de service, ci et là. Mais sur place, il faut pouvoir avoir des surveillants pour appliquer tout ça. C'est pas facile. Est-ce que dans les 30 ans de vie professionnelle dans le système pénitentiaire, est-ce que vous avez considéré qu'il y avait des ministres qui avaient fait plus que d'autres? Quelle que soit leur couleur politique, on pense à quelqu'un comme Pasqua, on dit il était proche des policiers, il aurait pu être proche des surveillants de prison. Non, au niveau du ministère de la Justice, on n'a pas vraiment senti de ministre qui était vraiment proche de nous. Pas vraiment senti ça. Alors, dans votre vie de maton, comment vous avez été dans plusieurs endroits,
avec plusieurs missions, et vous avez été placé, par exemple, face à ce qu'on appelle aujourd'hui les radicalisés, les djihadistes. Est-ce que là, c'est une gestion particulière, qui est à la fois technique et humaine? C'est une gestion particulière. C'est clair qu'on a en face de nous donc des djihadistes, des gens qui sont formés pour faire la guerre. Si vous leur mettez en face d'eux des surveillants lambda, on ne pourra pas le faire. Donc nous, on n'est pas des guerriers, on est des fonctionnaires, mais il faut que ces fonctionnaires-là soient vraiment formés et adaptés à surveiller ces gens-là. Il faut vraiment, de ce côté-là, il y a du travail à faire. Alors, comment procède-t-on? C'est-à-dire qu'on vous dit, ben voilà, cet homme est radicalisé, ou vous voyez, vous, cette forme de radicalisation dans la prison? Parce qu'il y a les deux aspects, on dit souvent que la prison est facteur aujourd'hui de radicalisation. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, je confirme cela. C'est pour ça que moi, personnellement, et la plupart des syndicalistes, ils disent que ces djihadistes, surtout eux, ceux qui sont avérés djihadistes, les mettre dans des endroits à part avec des surveillants adaptés, formés pour, des formations, formation d'intervention, formation pour comment aborder ces gens-là. C'est tout. Si vous les mettez dans des établissements, même s'ils sont dans un quartier à part, comme ils font en ce moment, ils ont toujours moyen de communiquer entre eux. Donc si on ne les met pas, ces gens-là, dans des établissements bien spécialisés, on aura toujours des problèmes. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que vous pensez que ces radicalisés, il faut, comme cela est proposé quelquefois, à la fois les séparer et aussi faire des projets de déradicalisation? Je pense par exemple aux homonymes de prisons musulmans, dont le gouvernement essayait de faire des alliés. Les aumôniers, pour moi, les imams font du très bon travail en prison. Ils font du très bon travail, ils apaisent les choses, ils les apaisent. Ils font du très bon travail, mais par contre, pour parler des surveillants qui travaillent à l'intérieur, eux-mêmes, il faut qu'ils aient des formations là-dessus pour pouvoir cerner ces gens-là. Mais les aumôniers, il n'y a pas de formation? Elle est vraiment légère. Une formation qui est légère, et là-dessus, il faudrait qu'ils mettent le paquet, quoi. Puisqu'on parlait de groupes ethniques, est-ce qu'il y a des groupes ethniques sur lesquels il y a vraiment une prévention à avoir supérieure à d'autres? Est-ce qu'il y en a qui posent plus de problèmes que d'autres? Bien évidemment, on vient de parler des radicalisés, mais est-ce qu'il y a d'autres groupes ethniques ou d'autres formations? Parce que je ne sais pas quelles sont toutes les formes de regroupement, mais est-ce qu'il y en a avec qui on peut être sûr d'une certaine honnêteté de comportement, ou est-ce que vous prenez tous de la même façon et on peut faire confiance à personne? Dans la majeure des choses, on prend tout le monde de la même façon et on fait confiance à personne. On ne peut pas faire confiance, c'est pas possible. La confiance, elle est limitée. La confiance est limitée, d'ailleurs j'en parle dans mon livre. À un moment donné, on avait confiance à un détenu, et puis mais il a tué un surveillant. Donc on le protégeait, et ça l'a empêché de tuer un surveillant. Donc on ne peut pas faire vraiment confiance. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas être tout le temps non plus comme ça, sinon on devient parano. Mais on ne peut pas avoir une confiance totale, c'est pas possible. Est-ce qu'il y en a qui dominent les autres? Est-ce qu'on peut penser, par exemple, que les musulmans dominent, ou que les Corses dominent, ou que les Africains dominent? Est-ce qu'on peut dire ça comme cela? Non, je pense pas. Simplement, les Corses, c'est autre chose. C'est-à-dire pour moi, c'est des gros voyous. Corse, c'est du gros voyou, Après, dans les Africains, ça sera plus du vol, un petit peu à la roulotte, aussi ou là, des agressions un peu... Bon, voilà, mais après, non, je pense pas qu'ils dominent vraiment, je pense pas. Après, entre eux, ils se respectent. Après, entre eux, il y a aussi ce respect de dire, tiens, voilà, attention, lui, c'est un Corse, ou là, ok, d'accord. Mais il n'y a pas vraiment de crainte, je pense pas. Non. Vous avez été responsable du parloir. C'est quoi exactement responsable du parloir? Je vois à peu près ce que c'est, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, on gère les personnes qui viennent visiter donc les gens en prison, donc tout ce qui est permis de visite, voilà. Donc dès qu'il y a des familles qui rentrent, on leur donne une carte d'identité, on leur donne un permis de visite, on les fait passer sous un portique. Si le portique sonne, théoriquement, ils ne rentrent pas. Malheureusement, si ça sonne et qu'ils n'ont rien, on ne peut pas les fouiller, donc ils rentrent. Je vous arrête là. La fouille, elle est interdite. Alors, la fouille des visiteurs est interdite. Si la personne passe sous un portique, que ça sonne, si ça ne sonne pas, elle rentre.
Même si elle a un manteau, on ne peut pas fouiller cette personne-là. C'est-à-dire que si elle a quelque chose qui ne sonne pas, genre couteau en céramique, comme ça s'est passé à la prison de Condé-sur-Sarthe, ça passe. Et les détenus, maintenant, ils ne sont plus fouillés comme avant, ils ne sont plus fouillés à corps. Ils sont fouillés, c'est à titre, c'est aléatoire. Voilà. Donc, je pense qu'ils sont en train de revenir là-dessus, et c'est une bonne chose. C'est-à-dire que concrètement, on pouvait faire passer tous les téléphones qu'on voulait. Exactement, sachant aussi qu'il y a des téléphones les qui ne sonnent substances pas. qu'on voulait. Exactement. Exactement. Voilà. On s'étonne comment ça rentre, ça rentre par là, puis ça rentre par des projections extérieures. Alors, quand vous êtes surveillant du parloir et que vous voyez, disons, un échange de portables, vous êtes en droit d'intervenir? Vous intervenez? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah oui, bien sûr, bien sûr. À ce moment-là, on saisit le portable, on le transmet à la gendarmerie, et la personne passe en commission de discipline, le détenu, en général, il va au quartier disciplinaire, et puis la personne qui a fait rentrer le portable, on lui suspend son permis de visite à titre probatoire, et après, c'est la magistrate qui décide, s'il est prévenu, de lui supprimer totalement ou de lui remettre par la suite. Et s'il est condamné, ça sera au directeur d'établissement de prendre les sanctions. Éric Pérez, vous avez été responsable du parloir. Qu'est-ce que vous considérez qu'il faudrait étendre? Il y a toujours cette double, politique. Une politique qui se veut plus laxiste, plus sociale, plus humaine, et puis une politique qui se veut plus répressive, peut-être plus humaine aussi d'ailleurs, sous un certain point. Est-ce que vous considérez qu'il faut étendre ces parloirs et qu'il faut refaciliter les contacts entre les personnes parce que ça sert à la réinsertion du détenu, ou est-ce qu'il faut rétablir des règles beaucoup plus strictes comme on a pu les voir en d'autres temps? C'était plus efficace. Non, je pense qu'il faut continuer dans le social au niveau des parloirs. Voilà. Après, ce qu'il faut, c'est du personnel. C'est du personnel qui est présent pour surveiller. Quand on a affaire à des détenus dangereux, genre djihadistes ou genre gros bandits, pourquoi pas rétablir effectivement certaines règles. Mais bon. Il y a certaines règles, c'est par exemple la séparation des deux personnes. Physique. Oui, mais bon, c'est vrai que quand il y avait ça, il y a moins de soucis pour faire entrer les affaires, c'est sûr. Mais bon, je pense qu'on peut continuer, avec des parloirs comme ça. Et ce qu'il faut, c'est du personnel. C'est-à-dire que la personne, elle vient, elle est au parloir, elle est installée, elle voit sa famille, mais quand elle sort, elle doit être fouillée. Il faut qu'elle soit fouillée. Et pour les visiteurs, quand ils vont au parloir, ça sonne. S'ils ont des manteaux où il y a quelque chose que l'agent il sent quelque chose, qu'il ait l'autorisation de fouiller par palpation la personne qui vient au parloir. Quand on va à l'aéroport, quand on va à un stade de football, on vous fouille par palpation. Il y a rien de dégradant dans une fouille à palpation. Oui, c'est vrai qu'on fouille plus facilement un innocent qu'un détenu et un coupable aujourd'hui. C'est ça que vous voulez me dire. Moi, pas loin. Pas loin. Personnellement, moi, quand je vais au Stade de France ou si je vais dans un spectacle, ça ne me dérange pas qu'on fouille par palpation. Ça ne me dérange pas. Et je trouve ça tout à fait normal. Et donc, je pars d'un principe que des gens qui viennent en prison, s'il y a un doute, fouiller par palpation, je ne vois pas où est le côté dégradant. Alors, vous avez eu, on pourrait parler pendant des heures de ce bouquin, mais il suffit de le lire, Maton est fier de l'être. Vous avez eu la gestion des mineurs aussi en charge pendant un temps important. Est-ce que cette gestion, elle est complètement différente? Elle est complètement différente, parce que souvent, ce sont des enfants qui sont déstructurés, qui sont ingérables. Voilà. Donc c'est très très dur. Moi, quand j'ai pris la gestion du quartier mineur, j'ai essayé de leur faire comprendre certaines choses, parce que quand je suis arrivé là-bas, il y avait du bruit de partout, ça criait, c'était le désordre complet. Donc moi, je leur ai demandé de se mettre en rang, d'avoir des règles, voilà, vous êtes en prison, mais c'est pas parce que vous êtes ici, c'est pas une école maternelle, c'est pas fait pour crier, pour hurler, pour faire ce qu'on veut. Donc j'ai réussi à les mettre en rang, à leur faire comprendre certaines choses. Voilà, bien sûr, j'ai eu des difficultés. Ça s'est pas toujours bien passé, mais j'étais content. Mon directeur, il m'a vu une fois, il m'avait dit, M. Pérez, quand on vous voit, on dirait que vous êtes comme dans un poisson dans l'eau. Je l'ai regardé, je lui ai dit, peut-être, je lui ai dit, mais quand je rentre à la maison, j'ai mal à l'estomac, quoi. Là, la pression, elle est là, quoi. Donc, mais c'est pour leur bien. On ne peut pas laisser faire les gens tout ce qu'ils veulent. Voilà, en promenade, ils couraient de partout. Je suis là, c'est bon, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas laisser ce genre de choses. Donc, j'avais essayé de redresser un peu la barre. J'y étais arrivé. Après, je suis parti parce que, j'étais en fin de carrière et puis il s'est passé des choses aussi. J'étais agressé, donc j'ai dit, bon, on
peut pas continuer comme ça, quoi. Agressé, dans quelles conditions? C'est-à-dire qu'il y avait un détenu qui se faisait, on va dire, en gros, qui prenait des coups en cours de promenade, que j'ai plus ou moins lynché, donc j'ai décidé d'intervenir pour prendre ce détenu-là et l'emmener à l'infirmerie pour qu'il se fasse soigner. Quand je suis rentré avec mes collègues, j'ai pris mes précautions, mais malgré ça, ils m'ont entouré, ils m'ont sauté dessus, et ils m'ont tapé. Donc j'ai réussi à me défendre, à m'en sortir, et puis on a réussi à figer la situation. Mais voilà, pour vous dire, quand vous avez 50 ans et qu'il vous arrive ces choses-là, vous rentrez dans une promenade pour protéger quelqu'un et vous faites agresser, vous posez des questions, quoi. À être au mauvais endroit au mauvais moment, ça vous arrive aussi dans votre carrière. Encore que, vous êtes là au bon moment et au bon endroit. Quand Ferrara fait son évasion, c'est à Fresnes, et là, eh bien, comme vous habitez le domaine pénitentiaire, parce que vous êtes dans l'encadrement, eh bien, vous êtes aux premières loges, si j'ose dire. Voilà. Voilà, il était 4h15 du matin à peu près quand j'ai entendu les murs de l'appartement où j'habitais qui bougeaient. Donc je me suis levé, je me suis habillé pour aller voir ce qui se passait. Donc ma femme me dit « Mais tu fais quoi? Tu vas où? Tu sors, t'es mort. » Je fais « Non, tu me laisses tranquille, je fais les choses. » J'ai attendu qu'il n'accalmie, je suis sorti, je me suis approché du Mirador 3, et quand je me suis approché, ça s'est remis à tirer. Donc là, je me suis jeté sous une voiture, j'ai rampé, et je suis retourné chez moi, j'ai dit « Jerry, si tu sors, t'es mort. » J'ai attendu une nouvelle accalmie, et je suis ressorti. Là, j'ai vu que le Mirador 3 était criblé de balles. Donc j'ai décidé de partir à la prison. On n'a pas voulu me faire rentrer au début tout de suite, parce que bon, la nuit, on ne laisse pas rentrer les gens comme ça. À l'intérieur, il y avait le directeur interrégional qui a dit « Laissez rentrer, laissez rentrer ». Je suis rentré, et quand je me suis trouvé face au directeur de la prison, il m'a dit « Mais vous venez d'où ?» Quand je lui ai expliqué ce que j'avais vu, il m'a dit, tout de suite, il a compris, il m'a dit « Ferrara ». Donc là, il m'a dit « Bon, bah écoutez, vous prenez 4-5 surveillants, vous mettez les gilets pare-balles, direction le Mirador pour voir ce qui se passe ». Bon, arrivé là-bas, la pauvre surveillante était tétanisée, le Mirador criblé de balles. Elle a échappé belle. Il y a quand même 2 balles qui sont entrées à l'intérieur. Donc on l'a prise, on l'a ramenée avec nous, et puis direction poste central de sécurité, et puis après elle a été prise en charge par les surveillants de l'administration. Ferrara, ça va être un moment très dur finalement pour tout le monde. Oui, alors suite à ça, l'administration centrale a quand même compris qu'il fallait prendre les choses en main, parce qu'il y a aussi des mutineries, donc ils ont créé les fameuses ERIS. Ah, ERIS, E-R-I-S, comme équipe régionale d'intervention et sécurité. Alors là, j'ai vu les photos, vous allez rejoindre ce corps d'élite finalement, des pénitentiaires. Ouais. On disait qu'on était, à l'époque, c'était la vitrine de l'administration pénitentiaire. Donc, formation qui dure à peu près 3 mois, mais après, on avait vraiment des formations quotidiennes, tout le temps. Sous l'égide du GIGN, c'est ça? Voilà, on est passé une semaine avec le GIGN pour faire un stage de cohésion. Et par la suite, le GIGN venait nous voir et on allait les voir pour faire nos méthodes d'intervention, quoi. Le rôle de l'ERIS, intervenir en cas de mutinerie, d'évasion. Voilà, exactement. En cas d'évasion, en cas de mutinerie, en cas de détenu dangereux qui veut s'évader en pleine nuit, donc on appelle les ERIS et ils vont là-bas. Voilà, ça existe toujours, bien évidemment, oui, plus que jamais nécessaire. Ça fait 15 ans déjà. 15 ans. Et des résultats efficaces? Ah oui. Je sais que les directeurs d'établissement sont très contents des ERIS, parce que dès qu'il y a un gros souci, ils appellent les ERIS et à peu près en 1 heure, les ERIS sont là, 1h30, ils sont là. Avant, quand on appelait la police, ils ont le temps qu'ils se préparent et qu'ils viennent, ça prenait plus de temps. Puis je dirais, les problèmes qu'on a à l'administration pénitentiaire, ça concerne l'administration pénitentiaire, ça ne concerne pas la police, autant qu'on gère nos affaires nous-mêmes, quoi. Quand vous refaites un regard en arrière, vous vous dites que ce système des prisons, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire différemment. Vous savez, c'est un problème récurrent, parce que je vois, par exemple, on dit toujours les prisons sont surchargées, il y a toujours du monde, tout ça. Mais oui, mais bon, il y a des peines alternatives, genre semi-liberté, genre il y a des prisons, il y a des peines comme les chantiers extérieurs, le PSE, le placement sous surveillance électronique. Mais bon, si la personne ne respecte pas ces mesures alternatives à la détention, on les met en prison. Donc on arrive toujours que les prisons sont toujours pleines. Ils ont beau mettre les gens en chantier extérieur, en peine de substitution, comme ils disent. Mais si la personne qui est condamnée, par exemple, à 6 mois de semi-liberté, si elle ne respecte pas sa semi-liberté, et c'est souvent ce qui se passe, il retourne à la case départ en prison. Donc les prisons sont pleines, il y a 49 000 places, et ça pour 70 000 détenus. Vous avez beau construire 11 000 places, il manque, ça sera toujours comme ça, mais ça sera toujours pareil. Il y aura toujours, pour moi, une surpopulation pénale. Voilà, je pense que c'est peut-être en amont qu'il faut peut-être travailler ça. Si vous aviez en face de vous Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous lui demanderiez? C'est ça, plus de place, des crédits pour les prisons, des crédits pour les surveillants? Plus de place, du crédit pour les surveillants et surtout que le métier soit revalorisé et à sa juste valeur, quoi. Et du personnel. S'il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de sécurité.
Vous n'avez pas mettre des portiques de partout. S'il n'y a pas de personnel pour faire fonctionner ces portiques-là, on n'avancera à rien. Il faut du personnel, et c'est ce que disent les agents. Vous savez, quand les agents font grève, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas le droit de grève, donc quand ils essaient de survivre, hein, qu'est-ce qui se passe? C'est par rapport à des agressions, c'est par rapport à ce manque de personnel, c'est par rapport à ça. C'est même pas une histoire d'argent. Après, bien sûr, le problème d'argent, ça rentre aussi. Parce qu'on se rend compte quand même que pour 1 400 € par mois, c'est pas un métier facile. C'est pas un métier facile. Moi, je m'en suis sorti grâce au sport, donc faire du sport tous les jours. Et après, d'autres n'ont peut-être pas tous cette motivation-là. Et puis voilà, moi j'avais ça dans ma tête. Je m'en suis sorti grâce à ça, grâce au sport, et puis une vie équilibrée dehors. Mais c'est pas toujours facile. Merci beaucoup Éric Pérez d'être venu témoigner de ce métier important de surveillant pénitentiaire, de maton. Et à votre écoute, eh bien, on est effectivement sûr que vous avez un motif de fierté de l'avoir été. Merci à vous Éric Pérez. Je vous remercie de m'avoir invité.